bienvenue dans Un café avec un vidéaste, le podcast fait par un vidéaste pour les vidéastes. Je m'appelle Dorian Machima et je suis un explorateur de la vidéo. Je suis là pour partir dans la jungle du monde de la vidéo et te ramener les meilleurs conseils business. Et comme c'est une aventure, tu pourras retrouver mes anecdotes les plus insolites. Le but, c'est que tu utilises directement ces outils pour pouvoir vivre de ton activité. Prends ta caméra et ton café et on se retrouve dans la jungle. Dans cet épisode, je reçois Karim Ancel, entrepreneur et réalisateur. Ensemble, on parle du monde secret des films publicitaires à moyen et gros budget. Il existe très peu d'informations dans ce domaine et il a pu nous parler de la globalité de la production. Comment il s'est fait repérer et représenter par la plus prestigieuse boîte de production française du domaine. Comment il a pu réaliser des projets pour des marques connues telles que Nike, Puma, Uber Eats et j'en passe. Combien touchent les réalisateurs dans ce milieu, donc les réalisateurs débutants, intermédiaires mais aussi expérimentés. Quel état d'esprit développer pour continuer à évoluer dans ce milieu et plein d'autres choses. D'ailleurs, cet épisode n'est pas sponsorisé par Zoom parce qu'il y a malheureusement eu des micro-coupes à certains moments lors de l'enregistrement sur Zoom. Donc accroche-toi et t'inquiète pas. Il y a un moment, il balance des chiffres et il y a une coupe, mais je lui demande de répéter quelques minutes plus tard. Donc reste bien jusqu'au bout. Si tu peux laisser une note sur iTunes et de préférence 5 étoiles parce que ça aide vraiment pour le référencement, un avis écrit, c'est encore mieux. Et surtout, partage le podcast à tes amis filmmakers, à tes proches, dans ta story. Si tu peux vraiment prendre 30 secondes pour faire ça, ça aiderait énormément. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais actuellement nous sommes le 21 janvier 2021 et j'ai envie de te dire que jusqu'au 24 janvier à 23h59, j'offre une session d'accompagnement d'une heure à tous ceux qui réservent un call stratégique avec moi. Donc, si tu réserves un call stratégique cette semaine, même pour la semaine prochaine, même pour dans 2 semaines, tu auras droit à une session d'accompagnement complète d'une heure. C'est quoi les calls stratégiques et les accompagnements? À chaque fois, j'en parle au début d'un épisode, etc. C'est juste ce que j'aurais rêvé faire lorsque je me suis lancé dans la vidéo. C'est des sessions où ensemble, je t'aide à passer un palier dans ton activité. Un palier comme je t'aide à comprendre comment trouver des clients, à comprendre tes tarifs et savoir comment les augmenter, à devenir plus productif pour gérer plusieurs projets en même temps et donc augmenter ta rentabilité. Trouver ton client cible et construire une offre qui plaît vraiment. Trouver aussi un domaine où tu te plais vraiment et surtout où tu peux aider ton client. Donc c'est des choses où je t'aide dans ton activité à travers des calls, des accompagnements, des sessions et plein d'autres choses. Donc n'oublie pas, c'est valable jusqu'au 24 janvier à 23h59. Si tu réserves un call stratégique, tu auras automatiquement droit à une session d'accompagnement offerte. Sans plus tarder, je te laisse avec l'épisode du jour. Salut Karim et merci d'être là dans Un café avec un vidéaste. C'est avec plaisir de te recevoir en tout cas sur le podcast. Je pense que ça va être hyper intéressant l'échange qu'on peut avoir dessus. Ouais, carrément. Merci Dorian de penser à moi et de me laisser, on va dire, cette tribune pour échanger sur mon parcours. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Yes. Bah, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu fais? Vraiment en quelques Ouais, mots? bien sûr. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, je m'appelle Karim Ansel, tout simplement. Je suis réalisateur à la PAC, représenté à la PAC depuis maintenant 2 ans. Et voilà, je suis full réalisateur, c'est-à-dire que c'est ma seule activité. Je fais rien d'autre à côté. Je me consacre qu'à ça. Ok, super, super. Bah, tu peux m'expliquer juste un peu ton parcours scolaire, à peu près, ce que tu as fait? Ouais, bien sûr. Bah, j'ai fait un bac général, un bac ES, parce que je voulais avoir des notions d'économie. Parce que justement, quand on passe auto-entrepreneur à la fin, tu vois, genre, on a envie de connaître un peu les chiffres. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai toujours voulu être dans un milieu artistique. Ma première passion a été le design automobile. Je me suis dit: «Il faut que j'apprenne à dessiner». Du coup, j'ai fait une, prépa, j'ai fait Penningen, en prépa. J'ai découvert le graphisme, le dessin, l'architecture d'intérieur, j'ai kiffé et du coup, en fait, j'ai continué le cursus là-bas et j'ai fait les 5 ans. Donc j'ai fait le master en design graphique et direction artistique et après j'ai été diplômé et puis, je me suis rendu compte que je voulais faire,
la vidéo dans un premier temps, ou du moins je voulais bosser dans la production de films, dans la réalisation. Et donc du coup, bah, je me suis dit: «Merde, c'est un peu con de faire, de la typographie pour à la fin, en fait, vouloir faire du film». Donc j'ai cherché un max d'opportunités, pour essayer de me faire des premières expériences en production. Donc j'ai fini par, atterrir dans une boîte de production qui faisait de l'institutionnel en tant que DA là-bas. Je suis resté 1 an. Ensuite, c'était cool, mais c'était pas non plus ce que je voulais, parce que je voulais vraiment travailler sur des projets ambitieux, artistiquement, plus forts. Donc du coup, une offre s'est présentée chez Vanda Productions à l'époque, qui était pour moi, et qui est toujours pour moi un des top 10 français, facile. Donc du coup, j'ai postulé là-bas, je me suis retrouvé là-bas en tant qu'assistant DA, puis j'ai pris la place du directeur artistique. Je suis resté 3 ans là-bas. Ensuite, je suis parti chez Partizan pendant 1 an en tant que DA aussi. Et ensuite, j'ai fini à la PAC, en tant que réal, sachant que durant mes années de directeur artistique, j'ai jamais lâché la réal et que j'ai toujours, soit fait des projets perso, soit, fait des clips. Donc, j'ai jamais vraiment lâché et aujourd'hui, bah, du coup, j'ai complètement, on va dire, lâché la direction artistique, même si ce background me sert aujourd'hui dans ma carrière professionnelle pour faire mes propres notes d'intention ou choses comme ça. Ok, top, top. Bah déjà, dans ton parcours, il y a un point qui est intéressant, c'est tu as commencé dans une boîte où tu faisais de l'institutionnel, Mmh. et là, actuellement, bah, tu fais de la pub et du clip. Et en termes de... Disons que c'est pas du tout le même univers, tu vois, que ce soit en termes Mmh. d'artistique, etc. Comment tu as pu faire cette transition-là, même mentalement, comment tu as pu faire cette transition-là, euh, et même prendre en crédibilité pour pouvoir passer sur ce type de projet-là? Hem, Entre l'institutionnel et la pub, c'est vrai qu'il y a un monde, parce que des fois, en fait, on se dit qu'il y a des très bons films institutionnels, c'est pas le problème, mais c'est qu'en fait, j'ai été amené à travailler sur des trucs du type, on appelle ça plutôt des PowerPoint animés. Donc du coup, c'est le genre de truc, qui à la fin n'est pas trop, gratifiant et tu finis par faire, des animations de chiffres pour, un groupe, enfin une des équipes, d'une grande société d'animation de chiffres et ils disent: «Le thème, c'est Star Wars» et tu es là, tu fais: «Ouais, c'est pas trop, en fait, mon univers» et la transition a été plutôt simple à faire parce que, Penningen, en fait, m'a formé, de manière très professionnelle et du coup, j'ai été conditionné durant 5 ans à répondre, en fait, à des demandes et à des attentes et à faire une gymnastique, en fait, mentale ultra efficace. Donc du coup, la transition a été très efficace et très simple. Après, bien évidemment, le conditionnement a été efficace et très simple, mais après, la mise en pratique a été plus difficile parce que, OK, j'avais la technique, mais la pratique et notamment les réflexes de recherche, d'aller chercher de l'iconographie, d'être juste, parce qu'on passe quand même du coq à l'âne en vrai, tu vois. Genre, Mm. on passe d'un truc où les mecs sont pas trop regardants et où en fait, il fallait carrément proposer des trucs et où voilà, t'animais. Je travaille quand même avec les meilleurs réalisateurs de France et du monde sur les plus grosses marques du monde pour les plus grosses campagnes du monde. Donc à un moment, tu vois, genre, il faut quand même. Donc ce travail-là a été cool. Ça a été un gros travail au début en amont pour vraiment avoir la gymnastique, se dire, OK, il pense ici, donc il faut que j'aille chercher là. Mais tout ça j'ai eu plus de facilité à faire cette transition parce que justement, tout mon background scolaire m'a permis en fait de m'assurer, on va dire, une technique. Donc du coup, je n'avais pas forcément à réfléchir à ça et je savais que j'allais vite là-dessus. Mais par contre, en fait, et ça m'a permis du coup, en l'occurrence, de me concentrer sur la pratique et de me dire, OK, maintenant je vais trouver où aller chercher les bonnes images, quelles sont les bonnes images, je vais m'alimenter, regarder un max de films, un max de séries, un max de pubs, un max de clips, que des choses de qualité pour en fait derrière alimenter les réalisateurs de la meilleure manière possible. C'est hyper intéressant parce que bah, dans le monde du corporate, c'est vrai que la différence elle est tellement flagrante que euh, on n'est pas trop sur la qualité visuelle de ce que l'on fait. Ça ne veut pas dire que, comme tu as dit, il y a des vidéos corporate qui sont très bien faites, mais on n'est pas trop sur la qualité. Et dès qu'on passe à de la pub ou du clip, on monte en grade et vraiment la qualité artistique de ce qu'on fait, c'est limite un atout business en fait. C'est carrément le cœur. Et au final, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est qu'être représenté par une boîte de production et même ce qu'est la PAC pour ceux qui ne connaissent pas?
Ah OK, alors je vais commencer par présenter la PAC tout simplement. La PAC, je crois que c'est la première ou une des premières boîtes de production publicitaire en France. Ouais, je crois aussi, ouais. Une des plus grosses, qui a été une des plus, qui est, je crois, pardon, toujours la plus titrée, on va appeler ça comme ça, tu vois? Qui a obtenu le plus de prix, même si c'était, il y a des années déjà. Mais, elle a été reprise depuis par Jérôme Denis, qui est celui qui m'a fait venir à la PAC, qui est un producteur avec qui j'ai de très bons rapports. Et en fait, aujourd'hui, il y a un renouveau à la PAC, donc c'est ça qui est intéressant. Et en fait, il a voulu m'intégrer à ce renouveau. Donc, le Roadster est orienté aussi à la fois international, mais aussi français. Et du coup, l'idée, pour moi, comment je vois le fait d'être représenté par une boîte de production, c'est une relation de confiance, tout simplement. En fait, j'ai travaillé avec des gros réals et je me suis rendu compte que ces gros réals sont gros parce que d'une part, ils font pas les girouettes et ils vont pas en fait chaque année ou tous les 2 ans chercher une autre boîte de prod parce que justement, j'ai pas assez tourné, j'ai pas ceci. Il y a cette relation de confiance qui se crée et du coup, on croit au coup, on y croit, on croit en la personne avec qui on travaille et du coup, c'est toujours plus simple et plus sain pour avancer. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Moi, être représenté, ça veut dire qu'en gros, la boîte de production a un rôle d'agent quelque part. Ils reçoivent des scripts d'agence, des scripts de maisons de lab, enfin de labels, choses comme ça pour les clips. Du coup, ensuite, ils ont un roster, donc un catalogue de réalisateurs, on va dire. Chaque réalisateur a un peu son univers, son délire et tout ça. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent d'abord au réalisateur le script de l'agence en disant: «Tiens, on a pensé à toi, est-ce que ça peut t'intéresser?» Tu dis: «Oui». Du coup, ils envoient à l'agence, ils disent: «Bah, écoute, on va voir si ton profil intéresse». C'est soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils envoient direct à l'agence le profil: «Ah, ça nous intéresse» et ils t'envoient le script: «Tiens, regarde, ils sont intéressés par toi». Il y a les 2 manières qui fonctionnent. Et du coup, à partir de là, après se lance un appel d'offres. On peut appeler ça un appel d'offres. On appelle ça dans le jargon une compète ou une compète. Et en fait, tu es en compétition simplement avec d'autres réalisateurs sur le projet. Ça peut osciller entre 2 et 4 pour justement répondre à cet appel d'offres et gagner le film, puis le réaliser. Ça fonctionne comme ça. Tu vois. Et même en clip, ça fonctionne comme ça aussi. Donc voilà. Et le fait d'être représenté, ce qui est cool, c'est qu'il y a une certaine tranquillité de l'esprit, on va dire, parce que tu sais qu'il y a des gens, des producteurs en l'occurrence, qui font le travail en amont pour en fait, parce que c'est dans leur intérêt aussi, tu vois, il y a un intérêt quand même commercial, quoi qu'on dise, mais il y a aussi un intérêt, on va dire, artistique et humain, c'est-à-dire de trouver un talent, le développer et l'emmener là où il peut exprimer son potentiel plein. OK, donc c'est vraiment une relation, en fait, qui se tisse entre toi et ton producteur, donc d'humain à humain qui développe, donc mais du coup, c'est une sorte de ça veut dire que cet aspect business, d'une certaine manière, est un peu délégué au producteur, au profit du réalisateur qui peut se focaliser essentiellement sur le projet, c'est ça? Complètement, complètement. En fait, c'est vraiment ça. Tu te permets en fait de ne pas avoir tes pensées qui vont être sur l'administratif, enfin l'administratif et les chiffres et de te concentrer vraiment sur l'artistique pur. Donc du coup, de te dire: «Comment je peux emmener le film plus loin? Quel film ils veulent?» Et du coup, c'est pas mal parce qu'après, il y a aussi un bémol à mettre, à intégrer, c'est que faut pas croire que parce que tu es représenté, tu auras forcément une entrée d'argent. Il y a quand même un truc à mettre en exergue ici, c'est que la plupart des réalisateurs sont représentés par une agence. C'est un accord tacite, pour certains, c'est un accord écrit, mais le fait est que la plupart ne sont pas salarisés. C'est-à-dire que j'ai pas de salaire pour être représenté à la PAC, en fait. Donc, c'est vraiment une relation de confiance. Il m'arrive d'avoir des calls d'autres agences, d'autres boîtes de prod. Et en fait, après, c'est en mon âme et conscience. Soit je dis oui et je fais le truc en sous-marin et voilà, il arrive ce qu'il arrive. Soit en fait, je dis non ou alors j'ai une relation claire et nette avec le producteur avec qui je travaille. Tu vois. Et du coup, c'est pas mal parce que moi, je suis pas. Du coup, tout cet aspect démarchage, on va dire ça, tu l'oublies et du coup, tu te concentres sur le truc et on te dit: «Tiens, j'ai reçu ça t'intéresse? Oui, non? Oui, bah, vas-y, plonge à cœur perdu dedans et fais en sorte de le gagner». Super, super, et qu'est-ce qui fait actuellement que tu acceptes ou non un projet?
en vrai de vrai, je suis tellement excité par la réalisation et j'aime tellement ça que des fois, il m'est difficile de dire non. Et même un truc où je pourrais dire non, je vais essayer d'y trouver un intérêt, en fait. Ça, j'avoue que c'est le background, un peu DA qui fait dire ça. C'est qu'en fait, même si le projet n'est pas intéressant à première vue, l'intérêt est en fait d'y intégrer ce qui te plaît à toi. Donc, même si ça peut être juste 10% du film à la fin, un plan, une image, un truc comme ça. Parce qu'en fait, à la fin, moi, je suis jeune réalisateur, quoi qu'on dise, même si c'est 2 ans, en vrai, c'est rien du tout. Je suis très jeune réalisateur et en fait, j'ai envie d'avoir, on va dire, un maximum de cartouches pour m'entraîner. Et en fait, je prends chaque film comme une progression et comme l'envie de tenter quelque chose potentiellement de nouveau. Et est-ce qu'il m'est arrivé de dire non? Il m'est arrivé de dire non parce qu'en fait, c'était une autre prod qui me proposait un film et j'ai préféré être honnête en disant que moi, je suis à la PAC et soit on se met d'accord avec la PAC, soit sinon on ne le fait pas. Donc ça m'est arrivé. Sinon, dire non, heu, non, je crois pas, hein. Je crois pas. J'essaye toujours de trouver un petit truc et en fait, c'est une gymnastique, en fait. Même si en fait, à la fin, même si je gagne pas le film en proprement parler, l'idée que j'ai proposée, je fais en sorte d'en être content pour ensuite la garder sous le coude pour un potentiel autre projet, bien sûr en adaptant, en proposant de nouvelles choses ou en retirant des choses. OK, bah, en fait, c'est je rencontre beaucoup de vidéastes. Je rencontre beaucoup de vidéastes qui sont vidéastes, donc ça veut dire qu'ils sont en mode, heu, one man band, tu vois? Ils bossent Ouais. tout seuls avec leur caméra, mais qui en fait sont un peu dans une sorte de transition qui ne transite jamais. Je veux mieux m'expliquer, mais dans le sens qu'ils sont vidéastes et ils font un projet corporate, puis ils font un projet un peu plus créatif, puis ils font plein de choses mélangées et du coup, leur but, c'est de devenir réalisateur. Devenir Mmh. réalisateur, d'avoir une équipe avec des budgets, et cetera. Hem, Est-ce que tu peux plus me dire à peu près sur comment tu as pu, faire cette, transition-là? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais fait des projets tu avais fait des projets personnels à côté, Mmh. quand tu étais DA. Comment tu as pu faire cette transition-là? Un peu le parcours que tu as eu jusqu'à te faire remarquer par la PAC qui quand même, on le rappelle, est au selon moi, en tout cas, d'après ce que je connais, c'est ouais, c'est la plus grosse boîte de prod, en France, en tout cas. Hem, En fait, heu, une f c'est j'ai eu la chance de rentrer dans le milieu assez tôt, on va dire, dans le milieu de la boîte de production de pub, en l'occurrence. Et du coup, en fait, tu rencontres des gens au fur et à mesure. Tu rencontres des gens, pour peu que tu fasses du bon travail, bah, ces gens, en fait, pensent à toi, te rappellent, et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence. Moi, j'ai toujours clamé haut et fort que je voulais être réalisateur. Et du coup, Jérôme l'a entendu. Jérôme me connaissait de vue. Il me connaissait aussi de par mon travail et du coup, de DA déjà aussi. Et il savait que j'avais ces velléités de réalisation. Donc du coup, lui, il a dit: «Ouais, vas-y, let's go, tentons». À l'heure actuelle, je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sorti, même si, bien évidemment, tout le monde a envie de faire plus et j'en fais partie. Mais cha chacun son temps et ça arrivera en temps et en heure. Ça, c'est pas un problème avec ça. Et l'autre truc, les projets perso, en fait, c'est ça que tu dis, c'est que tu parles de films institutionnels, un peu plus artistiques, choses comme ça. Moi, j'ai jamais fait ça, en fait. Moi, j'ai directement fait un film de danse à l'époque et une pseudo, je sais pas comment on appelle ça, une fake commercial pour Mmh. Nike, en fait. En fait, comme j'étais là-dedans et au vu de ce que je voyais tous les jours, j'étais dans des films de qualité tous les jours, tous les jours. Tu vois des pubs de fou, tu travailles avec des réals de fou. À un moment, tu as juste envie de te dire, je vais pas prendre mon 5D et faire un truc à moitié bien. Autant faire un truc bien direct. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai fait un film Nike tout seul avec un ami à moi chef op et juste un ami à moi qui était modèle et basketteur. Et du coup, j'ai écrit le truc comme une pub en fait. Et c'est ça en fait qui m'a permis de gagner mon premier clip. Tu vois, genre c'est ce truc-là qui est au travers de Vanda bien évidemment à l'époque. Tu vois, genre j'avais de très bonnes relations avec la productrice clip et du coup elle m'a dit bah tiens j'ai reçu ça, est-ce que ça peut t'intéresser? Elle a envoyé mon reel avec le film de danse, le film Nike et en disant bah écoutez il est DA, il fera un truc crafté et franchement il peut vous sortir un truc. Mec il travaille avec les meilleurs tous les jours donc à un moment il fera le travail.
Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'a permis de faire mon premier clip, de rencontrer encore des nouvelles personnes qui aujourd'hui travaillent avec moi, notamment mon premier assistant, de Steadicammer, Dire de Prod. Tu vois, il y a vraiment des gens comme ça, en fait. Je les ai rencontrés il y a 3 ans, enfin même 4 ans. Et encore aujourd'hui, tu vois, je travaille avec eux. Donc, c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui te fait justement évoluer dans les projets et passer de projet en projet sur le temps. Mais c'est ce deux films-là. Et en fait, la transition, j'ai jamais fait de film institutionnel. J'en ai fait, mais je les ai pas montrés en fait. Tu vois, genre pour me développer comme ça en fait, c'est que il y a pour quelqu'un qui veut se faire signer et c'est ça le plus difficile en vrai. Hein. Moi, j'ai la chance de m'être fait représenter très tôt par une boîte de prod, mais c'est vrai que certains peuvent galérer pendant 4, 5, 10 ans. Mais le truc, c'est qu'en fait, il faut pas penser qu'en faisant un film institutionnel et en fait en répondant à une commande, mais qui mais ne, ne permettra pas réellement de savoir qui t'es en fait. Et c'est vrai qu'il est plus intéressant de faire un projet personnel pour en fait y mettre ta patte, ton ADN, pour du coup te permettre de justement montrer à un potentiel producteur voilà comment je pense, voilà mon type de film, voilà mon style. Et ça, c'est plus intéressant en fait. Je pense que c'est aujourd'hui ce que les producteurs sont à la recherche de ça en fait, je pense. C'est, tu vois, je dis souvent que le monde de la vidéo, c'est super large et qu'il y a plein de domaines totalement différents. Et que par exemple, on va prendre une bande d'amis qui commence en, je sais pas, en école de ciné ou peu importe où. On va prendre une bande d'amis qui commence, on va dire 5 amis. Les 5 peuvent travailler dans la vidéo, mais à des postes totalement différents, même en tant que réal. On peut avoir un réal institutionnel, un réal de pub, un réal de fiction, euh, un réal de live télé, un réal de. Enfin, disons que c'est vraiment super large. Et je pense que pour beaucoup, ce qui est compliqué, c'est de se trouver. C'est de trouver un peu. C'est pour ça que beaucoup font un peu tout, essayent un peu tout et ne se trouvent pas forcément dans le domaine. Et toi, je pense que ouais, tu as eu cette opportunité de pouvoir te trouver. D'ailleurs, tu peux juste nous dire ton âge? J'ai 30 ans. 30 ans? Ok, bah, Ouais. 30 ans et tu es réalisateur depuis 2 ans, c'est super jeune. C'est vraiment hyper jeune. Et, et ouais, tu as eu cette opportunité de pouvoir te trouver, te trouver jeune et donc de pas griller tes cartes trop tôt. Je me rappelle d'une phrase qu'un producteur de. Ah, je me souviens plus c'était quelle boîte de prod dans ma tête. C'était. Ah, je me rappelle plus du tout du nom. Mais il m'a dit une phrase, il m'a dit que c'est juste pour montrer à quel point l'artistique, ce que l'on fait, la créativité dans ce milieu-là est super important. Il m'avait dit que mieux vaut un site avec une seule vidéo qui soit hyper bien qu'un site avec 15 vidéos qui soient moyennes. Bien sûr. Que les producteurs préféraient un site avec une seule vidéo qui soit super bien. Et là, je voudrais vraiment préciser que là, on parle vraiment de contexte de réal, de clip, de pub, de quelque chose vraiment très. Où vraiment on porte un œil sur la qualité de ce qui est fait. Mais c'est pour montrer à quel point euh, c'est hyper important. Et je pense que, ouais, faire de l'instit, faire. Faire des projets qu'on accepte, qu'on fait un petit peu à contre-cœur et que finalement on n'arrive pas vraiment à montrer quelque chose ou faire des choses un peu trop basiques, bah, ce n'est pas quelque chose qui peut nous permettre d'avancer, en tout cas dans ce type de milieu. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est, c'est, en fait, c'est quand tu es extérieur au milieu, j'avoue que les producteurs sont toujours à la recherche de nouveaux talents. Ça, faut se le dire, tu vois. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pote à moi, premier assistant, qui m'avait dit ça. Et au début, je commence ma carrière, on va dire, donc il y a 2 ans, je quitte mon CDI, je passe en auto-entrepreneur, je me dis, vas-y, je deviens réel et tout. Et je suis signé. Enfin, je quitte mon CDI parce que justement, je vais être signé. Mais représenté, pardon. Et en fait, il me dit quoi? Il me dit ah ouais, t'es chaud, toi, en fait. Tu te lances alors que c'est une galère en ce moment. Et là, je bug. Je fais arrête, me dis pas ça maintenant, en fait. Là, je viens de quitter un taf sûr, un salaire sûr pour rien du tout. Tu es en train de me dire. Il me dit non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, les talents, il y en aura toujours besoin. C'est les manières de produire qui vont évoluer, qui vont devoir évoluer. Et c'est exactement ce qui se passe, en fait. Et c'est pour ça que je dis que les producteurs sont toujours à la recherche de talents. Et après, en fait,
regarde par exemple, là, j'ai un autre réal là, à la PAC qui s'appelle Quentin Derosier. Et en Hmm. fait, le mec est issu de la 3D et c'est un putain d'artiste, le mec. Tu vois, c'est vraiment un putain d'artiste. Et aujourd'hui, tu vois ce qu'il fait. Enfin, franchement, c'est canon, en fait. Ouais, Tu il fait vois, des trucs de fou. et lui-même, il est en train encore de progresser, tu vois. Et tu vois, c'est ce truc-là, c'est que, tu vois, il y a pas de mauvais terreau, en vrai. Tu vois, genre, lui, il vient de la 3D, un autre va venir bah, de l'institutionnel, ok. Mais le truc, c'est que, je sais pas, moi, il va avoir une super fibre avec l'humain dans le sens où tout ce qui est direction d'acteur, comédie, il va gérer. Donc, du coup, il faudrait qu'il fasse un film qui représente, enfin, qui montre ça, tu vois, les Nikon Film Festival. Aujourd'hui, tu as beaucoup de tribunes pour réussir à t'exprimer et, et avoir une certaine visibilité. J'ai un ami à moi, Alex Brisac, qui a fait Roméo et Juliette, mais en fait, il a fait un plan séquence de Hmm. 2 minutes Yes. 30. Tu vois, ce film-là sur la Ouais, je le plage vois, ouais, il est ouf. Hmm. avec Roméo et Juliette en différentes langues. L'idée est ultra simple, Hmm. ultra simple. Et c'est ça, en fait, la différence, c'est que plus c'est simple, plus c'est fort. Hmm. Et c'est tous les films, tous les meilleurs films sont comme ça. Plus c'est Hmm. simple, plus c'est fort. Et c'est vrai que des fois, en tant que jeune réal qui a envie d'être signé, représenté, tu as envie de tout montrer d'un coup. Tu as envie de faire ci, ça. Mais en fait, non, concentre-toi sur un truc, fais-le très bien. Et ensuite, derrière, fais-en d'autres encore très bien et ainsi de suite. Et c'est vrai que ce truc-là, enfin, c'est assez tricky. Après moi, j'ai un bémol en France, c'est qu'en fait, tu finis par faire ce qui t'entoure pour justement répondre à une commande et finir par juste avoir du budget, enfin de, avoir de l'argent, tout simplement, en fait. Et tu finis par faire ça, tu vois. Et tu finis par faire des petits clips qui se ressemblent un peu tous et il n'y a jamais vraiment de nouveautés, de propositions autres. Au lieu de se dire, bah tiens, j'ai un petit artiste qui m'a proposé de lui faire 3 clips à 1 000 balles, bah non, tu lui dis non et tu lui dis, viens, on en fait plutôt un à 3 000 et on fait un truc vraiment cool, tu vois. Et ça, c'est plus intéressant parce que du coup, tu vas penser autrement et tu vas te dire, OK, je vais pousser le curseur un peu plus loin et proposer un film plutôt que de faire 3 fois le même film dans 3 décors différents. Bah, je fais un seul bon film et je me dis, bah, tiens, on va tenter quelque chose. Hmm. J'ai ce sentiment-là. Comment tu, en termes d'équilibre, comment tu fais pour équilibrer le fait que, euh, comment tu fais pour équilibrer le fait que tu fasses des projets qui soient artistiques et différents à chaque fois, mais en même temps, avoir une patte qui soit reconnaissable dans chacun de ces projets-là. Parce que je sais aussi que dans ce milieu-là, c'est pas trop. Tu me diras ton avis dessus d'ailleurs. C'est plus compliqué si tu es un réal qui va faire une pub de couche pour bébé et enchaîner avec une pub de voiture. C'est plus compliqué. Mieux vaut avoir à peu près la même ligne directrice. Donc, toi, c'est quoi ta vision sur ça et comment tu fais pour équilibrer le fait d'être original et en même temps d'être reconnaissable? Euh, alors, j'ai pas le sentiment d'être original, hélas, ou du moins pas encore, tu vois. J'ai pas cette prétention-là. J'essaye. Et l'autre truc que tu disais, c'était C'était comment être reconnaissable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas ma patte. Et ça peut prendre des années. J'ai Mmh. un réal qui s'appelle Seb Edwards, qui a réalisé des pubs pour Lacoste, Cartier, Armani et j'en passe. Il y a 2 ans, il m'a dit, j'ai l'impression de commencer à trouver ma voix. Ça faisait quand même déjà 10-12 ans qu'il réalisait. Et il a fait Waouh! des campagnes qui ont marqué le monde, tu vois. Mmh. Donc, il commence à entreapercevoir sa voix et le type de film qu'il aime faire. Donc, du coup, c'est pour te dire que même si, et pourtant, il travaille sur des gros budgets et tout ça, donc ça veut rien dire en fait, il y a des grosses campagnes. Donc, en fait, il n'y a pas, t'as un petit truc que tu vas déceler. Je suis un peu labellisé urbain, dynamique, montage rapide, dynamique, tout ça. Mais on va dire, je suis labellisé comme ça. Mais le fait est que moi, ce que j'aimerais, c'est juste déjà véhiculer une émotion dans le film. Pour moi, c'est ça mon fil rouge, en fait. Ce serait plutôt proche de l'émotion plutôt que de se dire, moi, je fais des films techniques. Moi, je fais des films en noir et blanc. Moi, je fais des films de comédie comme ça. Je fais ci, ça. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, et les prochains films que je vais tourner là, bah, en fait, et qui va sortir dans pas longtemps, c'est des directions différentes, en fait.
Et du coup, c'est vrai que aujourd'hui, j'ai cette chance. Après, ça peut être une tare pour certains, mais j'ai cette chance. Je me trouve assez versatile. Et ça, c'est vrai que c'est parce que je viens de la DA, parce qu'en fait, un directeur artistique, c'est quelqu'un qui répond à une commande et qui fait en sorte de trouver l'idée qui répond le mieux aux attentes et aux besoins du client à qui il propose l'idée. Et c'est vrai que ce background, cette mentalité-là, font qu'aujourd'hui, bah, je vais te faire un film visuel, mais le lendemain, tu n'es pas à l'abri que je fasse de la comédie un peu à l'anglaise, en passant par un film hyper urbain et avec de transition. Et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui. Tu vois, genre, je fais tous ces types de films. Et ce qui fait que, bah, c'est pas que je brouille les pistes, mais c'est que bah, moi, je ne saurais pas comment me définir. Tu vois, genre, je ne saurais. Et je me dirais pas, ah, tiens, moi, ma patte, c'est ça. Et c'est tout. Tu vois, genre, j'en suis pas encore arrivé là, et heureusement. Et du coup, moi, j'ai envie encore et tout le temps, mais j'ai envie de m'amuser et de faire différents types de films pour justement, en fait, bah, tenter, savoir ce qui me plaît, des films plus techniques. Il m'est arrivé, bah, par exemple, de shooter avec un motion control, les bras robotisés, tu vois, Ouais. genre, Mm. sur calcul et tout. Il m'est arrivé de shooter avec ça. Il m'est arrivé de faire des configs ultra légères où on est à l'épaule et on est trois. Il m'est arrivé de faire du stead, du plus fixe, de la comédie, du visuel. Donc, du coup, tu vois, genre, j'ai envie de tenter au fur et à mesure pour au fur et à mesure savoir ce qui me plaît, même si à la fin, et je pense que tous les gens qui vont écouter le truc vont me dire ça, à la fin, en fait, ce que tu kiffes le plus, c'est tourner, faire le film, en fait. Mm. Quel qu'il soit, en vrai. Quel qu'il soit. Mm. Yes, super. Donc, Mm. voilà. Donc, pour moi, j'ai pas de direction à proprement parler. Et il faut juste, en fait, sortir. Pour soi, il faut juste sortir le meilleur film possible, en fait. Mm. À l'instant T, avec le budget que tu as, avec les équipes que tu as, tu vois, j'en suis revenu de là et je me disais, oh putain, j'aimerais bien faire des films où j'ai 100 000 balles et tout, genre ce serait cool et tout. Mais à un moment, ça va arriver et le fait est, c'est que bah, déjà commence avec des budgets à 5, 10, 15, 20 et en fait, quoi qu'il arrive, dans ces budgets-là, trouve une idée. Si tu as 10 000, trouve une idée qui coûte 10 000. Va pas trouver une idée qui coûte 30 parce que tu vas te sentir mal à la fin. Tu vas te dire, ah, mais j'ai pas tout ce que je veux. Bah oui, tu as écrit une idée qui coûte 30 avec un budget à 10. Donc, écris un budget à 10 et en fait, pousse le truc pour justement essayer d'aller encore plus loin. Tu vois, genre, dans cette idée à 10, comment faire pour sortir le meilleur film avec le budget que tu as, le temps que tu as et tout ça, quoi. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, en fait. Ok, bah, c'est un point intéressant que tu viens de soulever au niveau des budgets. Au niveau des budgets, ça s'établit au fur et à mesure, je pense que ça évolue, mais ça s'établit sur la qualité de ton travail, sur ton ancienneté, sur la confiance que tu as avec tes producteurs, sur les projets. Enfin, comment ça s'établit à peu près dans l'accès à certains budgets plutôt. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle sur l'accès à certains budgets. C'est vrai que des fois, les agences, les labels veulent des garanties de bonne fin, du coup, prennent un réalisateur plus confirmé, on va dire. Ça m'est arrivé de perdre des compètes pour ça. Mais ça m'est arrivé aussi de travailler sur des campagnes qui montaient jusqu'à 180 000 euros, des clips qui tournent à 7 000 euros, tu vois. Donc, j'ai pas de, il y a pas de juste milieu en fait. Tu fais un peu de tout et après en fait, en fait, le truc c'est que tu écris ton idée, l'idée plaît, tant mieux. Et après, en fait, l'idée a un coût. Et soit tu te dis, bah les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que j'adapte mon idée pour moi? Ou est-ce que du coup, ou alors ça se trouve, elle est pile poil dans les clous du prix et tout, et ça c'est mortel. Soit c'est j'adapte et du coup, bah, on aura moins que ce que j'ai prévu parce qu'il faut rentrer dans le budget, ou vous dites, bah, on va rajouter 4, 5, 6 000 euros en plus, notamment en clip, tu vois, pour se dire, bah vas-y, on va faire le truc à fond et on va vraiment avoir le film qu'on a tous en tête. Tu vois. Et après, l'accès à ces projets, enfin, au budget et tout ça, c'est vrai que c'est par rapport à l'expérience, mais aussi, c'est aussi par rapport à ce que tu fais, tu vois. Et je pense que les agences aujourd'hui n'ont pas peur de. En fait, et là, je voudrais revenir sur ce que je te disais, Mm. l'intérêt d'être aussi représenté par une boîte de prod, c'est qu'en fait, tu t'achètes aussi cette possibilité, enfin, tu obtiens cette possibilité que les agences aient plus confiance en toi que si tu étais jeune réalisateur tout seul.
ou jeune réalisateur dans une plus petite boîte de prod. Le fait d'être représenté par la PAC signifie que j'ai la garantie et la confiance et le capital confiance que la PAC a par rapport à toutes les agences pour en fait se dire, vous inquiétez pas, nous on a Karim, il va faire le film, ouais, mais tu sais, il est un peu jeune, nanani. Vous inquiétez pas, vraiment. La PAC, elle est là, le producteur, il est très connu, la productrice, elle est reconnue aussi. Du coup, ils se disent, ok, vas-y, on y va. C'est des coups que tu peux tenter comme ça. Et ça m'est arrivé, hein. Ça m'est Mm. arrivé, tu vois, genre, au début, bah, j'étais pas le pressenti pour faire le truc. Bah, j'ai fait le travail, j'ai fait la note d'intention, j'ai montré que j'étais à fond dans le truc. Derrière, tu as la PAC qui suit et du coup, bah, tu te dis, OK, bon, on va avoir un film quali parce que les mecs, ils vont pas laisser sortir, de par leur prestige, ils peuvent pas laisser sortir un film moyen. Et Mm. du coup, c'est ce qui s'est passé, tu vois, genre, Mm. et ça permet d'accéder un peu plus rapidement à des budgets un peu plus sympas. Mm. Ouais, c'est un point hyper intéressant. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose d'autre. C'est au niveau de. C'est une question que normalement je pose à la fin, mais là, je trouve ça intéressant de la poser à ce moment-là. C'est en termes de vision. Euh, Ta vision, par exemple, de l'année 2021 ou ta vision même sur 2 ans, est-ce que tu l'établis de ton côté ou est-ce que tu as des moments où tu te poses avec ton producteur ou ta productrice où je sais pas, vous faites un point sur ton travail, sur ce que tu veux atteindre, sur une sorte de filtrage de projet, etc. Ça dépend, ça dépend. Je vais pas te cacher que l'année 2019 était hyper cool. 2020 commençait bien jusqu'au confinement, Ouais. qui est, jusqu'au Covid et confinement qui m'ont pas mal mis dedans. Ils m'ont sucré 2 clips et tout pendant Mm. le confinement que je devais faire. Donc, du coup, c'était un peu relou. J'étais bien lancé. Et en fin de compte, j'ai réussi à reprendre un peu à partir de septembre pour finir, on va dire, l'année un peu plus cool. Donc ça, c'est cool. Et euh, est-ce que je me projette pour le coup j'essaye. J'avoue que je me dis, j'ai envie de faire un tel nombre de films et tout ça. J'essaye de me dire ça. Et après, oui, cette discussion, elle a lieu et il faut qu'elle ait lieu justement pour se dire, bah, c'est quoi la direction. Par exemple, il m'est arrivé de dire à mon producteur, à lui dire, putain, cette année, j'aimerais bien faire de la bagnole. Tu Mm. vois, genre, j'aimerais bien faire de la voiture. Tu vois, j'étais en mode, ah putain, ça peut être cool et tout. Il m'a dit, ok, on va checker et tout. Et tu vois, genre, le truc est lâché. Tu dis que ils savent que j'ai envie de tourner, que j'ai envie de faire des choses et tout, et que je suis motivé. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que cette discussion, elle est pas mal parce que du coup, en fait, cette discussion, elle a tout le temps lieu sur chaque projet que tu vas gagner, par exemple, ou chaque projet même sur lequel tu vas être en compétition. Parce que du coup, tu vas écrire une idée et ils vont dire, c'est bizarre, en fait, cette idée ne te correspond pas vraiment, ou du moins, elle ne te correspond pas entièrement. On dirait que t'as pas tout mis de toi, en fait, dedans. Et c'est vrai que tout ça permet justement de constamment, en fait, régler le curseur et de se dire, OK, le cap, c'est celui-ci, ou sur ce clip, en l'occurrence, c'est ça, tu vois. Et cette discussion est très intéressante et c'est pour ça que cette relation de confiance est hyper importante à avoir. Parce que c'est que quand tu es entouré de gens de confiance ou de gens en qui tu crois que tu vas pouvoir en fait déjà écouter ce qu'ils ont à te dire et avoir cette discussion où tu te dis ok c'est quoi la direction qu'on prend, Mm. vers quoi on tend, tu vois, genre qu'est-ce qu'on peut tenter, qu'est-ce qu'on peut pécho cette année et tout ça. Et je me projette pas sur je me projette pas sur 1 2 ans ou quoi que ce soit, je sais juste que j'ai des objectifs à long terme et qu'en fait ces objectifs à long terme dans l'instant présent me poussent et me disent vas-y Karim, pousse l'idée encore plus loin, qu'est-ce qui pourrait être trop cool, qu'est-ce qui pourrait trop bien marcher, qu'est-ce qui te plairait de faire et ainsi de suite, tu vois. Ok, ok, ok. Et par exemple, tu as des choses à nous partager par rapport à ça? Par rapport à Par rapport à, je sais pas, une idée, un projet que tu aimerais atteindre d'ici 1, 2 ans, 3 ans, ou même à plus long terme? plus long terme, parce que 2 ans, 3 ans, en vrai, je sais pas, tu vois, genre, mais à plus long terme, tu vois, par exemple, l'idée, ce serait par exemple, deux, trois trucs, ce serait clipper une superstar, tu vois, du Mm. style ASAP Rocky, Kendrick Lamar, tu vois, des gens comme ça, Yes. Mm. qui ont une démarche artistique et en fait, tu sens que ça travaille. Ça pourrait être des trucs hyper cool, tu vois. Ensuite, gagner des récompenses gagner des récompenses
publicitaires ou dans le clip, tu vois, les Yuki MVA, des Lions à Cannes, des Epica, des choses comme ça, tu vois, ça aussi, ça pourrait être une belle réussite. Et après, à terme, de toute manière, moi, ce qui me drive aussi, c'est de la fiction, tu vois. Donc, du coup, ce serait réalisateur de fiction, tu vois, genre, et vraiment entrer dans ce milieu. Et voilà, et après, c'est un travail de l'ombre, hein, tu vois, tu travailles, tu écris des courts-métrages, tu écris des trucs de ton côté, des scénars, tu as des idées. Voilà, tu vois, genre, et tu essayes de petit à petit, potentiellement, entrer dans cet univers-là. Mais voilà, ce sont les choses qui me motivent. Et après, il y a tellement d'autres choses qui me motivent. Mais tu vois, si on doit prendre des objectifs qui sont liés, on va dire, au métier dont on parle, bah, du coup, ce serait ça, tu vois, genre, quelques objectifs. Bah, je vois beaucoup de réalisateurs qui sont issus du clip et de la pub, heu, faire passer par le clip et la pub où il y a un haut niveau de qualité, d'exigence pour effectuer une transition peu à peu vers la fiction. Est-ce que tu penses que c'est un bon chemin pour pouvoir passer par la fiction, le fait de faire des clips, de la pub, à moyen et gros budget? Tu veux dire de passer par la pub, pardon? Ouais, ouais, ouais. De passer par la pub et le clip, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. OK. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est un bon entraînement. En fait, il y a pas un seul chemin. Il y a pas un seul chemin. Ça, il faut se le dire. Par exemple, réalisateur, s'il y avait un seul chemin, bah, ce serait de passer par la Fémis, tu vois? Genre à Mmh. ce moment-là et Mmh. ça veut dire qu'on aurait pratiquement tous les mêmes films on sortirait tous du même moule Ouais. à la fin pour faire, tu vois? Genre donc il y a pas un seul chemin et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux très bien, être très fort en pub et clip, mais en fiction, tu es une brêle, tu Mmh. vois? Genre, donc du coup, il y a pas de recette miracle, en fait. C'est juste toi et tes ambitions, mais aussi le travail que tu mets dedans, en fait. Donc, si tu fais des pubs, par exemple, il y a des réalisateurs, c'est le cas en pub, qui sont très techniques, mais s'il y a un seul problème sur le set, et lui, il a pensé un plan comme ci, comme ça, le mec il va être un peu perdu, va se sentir pas bien, et du coup, il va dire: «Ah, mais moi, je fais pas ça, nanani». Mmh mh. Il va perdre pied, tu vois. Et ça arrive, hein, tu vois, genre, Mmh. ça existe. Et donc, du coup, tu vois, genre, même au sein même de la pub, il y a des gars comme ça qui sont pas capables de passer d'une pub à l'autre, ou du moins d'avoir des accidents, ou des problèmes lors d'un set. Mais je pense que quoi qu'il arrive et après moi j'enlèverais en fait le côté, pub et clip, même si en fait ça te permet, c'est vrai, d'avoir accès à du meilleur matos, des meilleures équipes, des meilleurs pitchs, à des projets avec plus d'ambition. Mais en fait, si tu veux par exemple faire du long métrage, il faut que tu fasses des films. Tu vois, il y a pas 50. Tu peux appeler ça pub, clip, court métrage, délire, ce que tu veux. Il faut que tu fasses des films. Mmh. Donc, du coup, il faut que dans ces films, le long métrage, ce qui est cool, c'est que c'est très personnel. Tu vois, c'est notamment en France où on a cet aspect réalisateur-auteur. Tu vois, Mmh. c'est assez associé, auteur-réalisateur. Du coup, il y a ce côté très arty. Tu mets ta patte, tu y mets ton univers, tu y mets de ta personne. C'est très personnel des fois un film. Ça peut être proche de l'introspection. Et du coup, c'est vrai que de se dire ah, je vais faire de la pub et du clip pour faire du long métrage, ça peut être à double tranchant. Parce que du coup, tu peux être enfermé là-dedans et le long métrage, c'est un monde à part. Et c'est un monde qui, des fois, n'aime pas les transversales. Tu vois, Mmh. genre les gens qui font la passerelle et tout, genre, des fois, ils n'aiment pas trop. Mais ça arrive, tu vois. Et ça arrive, il y a, par exemple, en exemple, il y a Antoine Bardou-Jacquet, qui Mmh. est un des plus gros réalisateurs français, qui est réalisateur chez Partisan, et du coup, qui a fait de la pub, du clip, pour finir par faire des longs métrages, tu vois. Mmh. Et Gondry, pareil. Gondry, il a Mmh. commencé par le clip et ensuite il a fait des longs métrages, ainsi de suite. Donc, du coup, tu n'as pas forcément de mauvais exemples ou de bons exemples, mais c'est juste toi et ce que tu fais en fait des films que tu as. Tu vois, Mmh. genre, et si tu crois à fond dans ce que tu fais. Et après, oui, c'est un bon exercice. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu fais des films, tout simplement. Mmh. Tu fais des films, tu te confrontes à des techniques de réalisation, à des techniques de mise en scène, à des problèmes, de production, et qui peuvent survenir soit en pré-prod, soit en prod, soit en post-prod. Donc du coup, c'est ou même lors du shoot, donc en prod.
Mais voilà, donc du coup, c'est vraiment faire des films. Et après, à la fin, si tu veux vraiment faire du long métrage, bah, c'est t'offrir les possibilités aussi, tu vois. De rencontrer les gens, faire des films, du Nikon Film Festival, toutes ces choses-là, en fait. Toutes ces choses-là, elles existent en vrai, hein, tu vois, genre, Mhm. c'est pas, c'est pas, c'est pas de la poudre aux yeux, tu vois, c'est vraiment envisageable. Ok, super. Et je parlais tout à l'heure de l'aspect financier, de Mhm. plus pour un indépendant qui n'a pas qui n'est pas représenté, que ce soit un vidéaste ou un réalisateur, lorsqu'un client le contacte et cet aspect budget qu'il doit gérer un peu de son côté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'indépendants sont bloqués à un certain palier, dans le sens que c'est compliqué pour des agences ou des entreprises de donner, je sais pas, ne serait-ce que 30 000 € de budget à un one-man band. C'est très compliqué. En général, ça passe pas du tout comme ça. Toi, comme tu es à la PAC, comme tu es représenté, comment s'articule ce côté-là? C'est-à-dire que ton producteur arrive et te dit, voilà, on a ça, et directement, ta marge est déjà, vous avez déjà discuté de la marge que tu vas toucher en amont, ou sur chaque projet, tu peux la négocier, ou vous la négociez ensemble avec l'agence? Cette négociation, elle se fait entre moi et la prod. L'agence n'a pas son mot à dire là-dessus parce qu'après, c'est entre moi et la prod. L'idée, c'est que il y a pas de règle. Il y a des réalisateurs qui sont à 10% du budget. Donc, fais le calcul sur un projet à 1,5 million. Ensuite, il y a des réals qui sont au tarif jour. Euh, En fait, c'est variable. C'est variable parce que c'est en fonction du budget. Imagine tu viens avec une pub, cette pub digitale à 100 000 balles, tu vois, par exemple. Mm. Et l'idée, c'est que tu dis, bah, moi, je suis en tarif jour à 5 000 euros. Et du coup, tu vas te faire, merde, 5 000 balles sur ce projet-là. Le projet, si je me prends 5 000, ça veut dire que je peux cramer ailleurs. Bon, descendons à 3 000 jours, OK, sur ce projet-là, mais voyons comment ça se passe, tu vois. En fait, l'idée, c'est ça, c'est de réussir à réfléchir à ces choses-là, tu vois. Même si, en fait, à la fin, il faut faire son calcul et se dire, OK, parce que un réalisateur, faut le savoir, il est payé au jour de shoot. Donc, c'est-à-dire que si je ne shoote pas, je ne suis pas payé. Si je ne tourne pas, je ne suis pas payé. Et je suis pas payé pour la pré-prod ni pour la post-prod. Sur ce mois-là, par exemple, tu vas avoir 2 semaines de pré-prod, le jour du shoot et 2 semaines de post-prod. Euh, et en fait, en tant que réalisateur, tu es payé au jour de shoot. Tu n'es pas payé pour la pré-prod ni pour la post-prod. Donc, imagine que sur ce projet-là, tu prends seulement 2 500 euros. Si tu fais tes calculs en amont, tu vois, Mm. bah, du coup, ça veut dire que pour un mois, tu vas être payé que 2 500 euros. Mm. Et 2 500 euros, sachant que tu es entrepreneur ou quoi que ce Mm. soit, tu es Mm. sur facture. Donc, du coup, c'est pas grand-chose pour autant de temps passé, sachant que tu te donnes à fond. Et l'idée, c'est que si tu te donnes à fond, il est difficile en fait si tu n'es pas dans une structure qui peut t'aider, notamment avec un directeur artistique intégré pour t'aider sur les notes ou choses comme ça, il est difficile d'être sur plusieurs projets en même temps. Tu vois, genre, et de bien les faire jusqu'au bout, tu vois, de bien les gérer. C'est faisable, hein, ça m'est arrivé, mais c'est très, c'est éprouvant, tu vois, genre, c'est fatigant à la fin, tu vois, tu commences à tirer la langue et tout. Mais donc, du coup, c'est ça le calcul, c'est de se dire, OK, le projet va me prendre tant de temps, il y a autant d'investissement, bah, je veux autant ou moi je pense que je mériterais tant ou ainsi de suite. Et les budgets, ils varient. Donc je te dis que c'est entre 10 000 euros, enfin 10 000 euros, 10% du budget par exemple. Il y a des réals comme ça, mais ça, c'est des gros réals qui sont sur des gros budgets, tu vois. Parce que prendre 10% par exemple de 30 000 balles, c'est complètement con, puisque à la fin, tu n'as plus grand-chose, tu vois. Et ensuite, tu as des tarifs journaliers et donc du coup qui sont au jour de shoot et qui aussi en fait les jeunes réalisateurs, c'est entre 10 4 jours. Après, ça peut être un peu après les médians, ça peut être entre 8 et 12 et après c'est autant que tu veux, tu vois. Genre il y a des chiffres des fois il y a des chiffres, ils font mal à la tête, tu vois, genre tu peux finir à des 20 25 cas par jour, tu vois, genre Mm. avec des là on est sur des très gros réals qui sont à 4 5 6 jours de shoot. Donc Wow. ça te fait qu'à la fin du budget, tu es à 120 000 euros. Tu vois, genre Mm. 130 000 euros. Tu vois. Donc, c'est des prix qui existent, c'est des trucs qui existent. Hélas,
hélas, il y a un bémol, c'est que le Covid est passé par là et même avant le Covid, c'était quand même déjà sur une pente assez descendante. C'est que les budgets, de manière générale, ont eu tendance à fondre, en pub et en clip aussi. Et ils ont eu tendance à fondre et ils ont perdu environ 30 Ah ouais, en quand même. moyenne. Par exemple, un Mmh. budget qui coûtait 500 000 € avec lequel enfin, un budget qui valait 500 000 € il y a 4-5 ans peut-être, aujourd'hui, tu es à 300-350 000 €, tu vois. Mmh. Mais pour en fait avoir toujours dans ta tête un film de qualité de 500 000 €, un film OK, à la ouais. hauteur de qualité de Mmh. 500 000 €. Mmh. Et c'est là où c'est tricky. C'est pour ça que je te disais, les talents, il y en aura toujours besoin, les nouveaux talents, mais par Mmh. contre, les manières de produire vont évoluer. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose de vrai. Et après, au-delà de ça, c'est que Dav moi, c'est parce que justement, je suis passé par la prod que j'ai cette mentalité-là et que j'ai ce recul nécessaire et que je sais comment fonctionne le versant, on va dire, production, chiffres. Je sais comment ça fonctionne, j'ai vu et tout. Et du coup, d'avoir ça en tête, ça peut être à double tranchant. C'est soit tu te dis dès le début, bon, je vais limiter mon idée et du coup, bon, bah voilà, on aura ce qu'on aura. Soit en fait, tu te dis, bah, comment on fait pour avoir l'idée que je veux, tu vois. Et des fois, Mmh. c'est un juste milieu à trouver. Mais il faut en être conscient pour pas finir en fait par être un réal qui dit non, moi je veux ça et vous vous démerdez en fait. Mmh. Genre, C'est super. Bah, désolé de te faire répéter ça, parce que sinon, je vais non. recevoir des messages de gens qui m'ont dit: «Ah, mais ça a coupé à ce moment-là». Ah merde, merde. En plus, c'était un moment où tu disais, tu parlais à peu près des tranches de prix des jeunes réals, des réals moyens et des gros Ouais. réals. Ça a coupé à ce moment-là et je sais qu'on va Ah, m'insulter. On va me dire: «Mais Dorian, ah, mais ça, là, tu as pas les ça chiffres veut, et ça veut les chiffres, ça veut les chiffres. Mais attention, les chiffres sont à double tranchant. Ils font rêver, mais encore C'est ça, faut-il y arriver, tu c'est vois. ça. Donc alors pour les jeunes réals, on est à peu près sur 10 € et un menu maxi best of plus. Euh, donc voilà. Pour les réals moyens, on monte en gamme, on va à l'hippopotamus, tu vois, alors c'est Ouais, pas ah, mal. ça va, Non, non, plus c'est pas mal. sérieusement, en pub, en pub, ça aussi, mais c'est entre, allez, je dirais entre 4 et 8. Entre OK, 4 et 8 en tant que jeune réal, tu vois. OK, Entre OK, 4 000 et 8 000 € par jour de shoot. Et on est payé que sur le jour de shoot, faut le savoir. OK. Ensuite, ça, les réals moyens, médians, confirmés et tout ça, ça peut aller de 8 à 15. Mmh. Tu vois, de 8 000 € à 15 000 € au jour. Et ensuite, après, il n'y a pas de règle, ça peut monter très haut, tu vois. Genre, Mmh. j'ai vu des, j'en ai entendu plutôt, j'ai entendu parler de salaire où on était sur pratiquement 50 000 € au jour. C'est un truc de fou. C'est un truc Mmh. de fou, mais c'est à un Mmh. moment, c'est ça, mais faut pas être choqué parce que Mmh. tu payes quand même une manière de faire un film, un artiste, parce qu'on faut oublier qu'on est dans l'artistique et quand même Mmh. qu'on a cette dimension-là d'artiste et tout ça, et ça, faut se le dire, tu vois, faut toujours se le dire. Et c'est vrai que on est choqué, certes, mais on est sur des salaires comme ça parce qu'en fait, on est sur les plus grosses campagnes du Mmh monde. mh. Tu vois, donc on est sur des budgets à 3, 4, 5 millions d'euros. OK, ouais. Mmh. Et le fait est que genre, de tels salaires arrivent et moi je trouve que c'est normal, Mmh de mh. la même manière que tu vas avoir un Mbappé qui va toucher 30 millions et un autre joueur de Ligue 1 qui peut toucher juste 30 000 € par mois. Tu vois, genre, Ouais, clairement, je suis d'accord, ouais. tu vois, donc moi je suis pas choqué, mais par contre, là où en fait, il faut mettre le holà et il faut mettre c'est sur la manière dont les gens vont le percevoir. C'est que oui, tu vas te faire insulter parce que les gens ils vont pas savoir les prix, mais il faut pas penser qu'en gros, ah tiens, moi, putain, mais quand je serai réel, je vais tout Mmh mh. 15 000 € par jour et tout, je vais shooter 10 jours par an, je vais faire 10 films, tu vas voir, ça va être réglé. C'est que le problème, c'est que Spider-Man, tu vois, Mmh. avec de grands Mmh. pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Mmh. Perso, la pression que tu as parce que tu travailles sur les plus grosses campagnes, tu travailles sur des lancements de marques et tout des Mmh. fois, bah, en fait, il faut prendre en compte que tu as tout ça, en fait, tu vois, Ouais. qui va venir Mmh. derrière. Donc, faut pas juste se dire: «Oh, moi, ils vont me donner mes 50 000 bahts, je vais Mmh faire mon mh mh. film et tout ça». Non, 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 non. En Mmh. fait, faut pas oublier que c'est toi tout seul. Si le film sache que ça, c'est un truc assez vrai. Mmh. Si le film, c'est de la merde, c'est la faute du réal.
Ça, Le c'est film, ouais. il est mortel, c'est grâce à tout le monde. C'est Tu vois, genre, c'est tellement vrai. donc c'est assez cool, tu vois, Mmh genre. Mais mh. honnêtement, perso, le jeu en vaut la chandelle, tu vois, genre. Ouais, je comprends, ouais. Donc voilà, moi, je kiffe bien. Mais voilà, mais en termes de prix, on est sur des choses comme ça. Il n'y a pas une seule règle, en fait. Mmh. Il faut juste savoir qu'à la fin, faire ses calculs, nombre de jours de shoot, la pré-prod combien de temps, la post-prod combien de temps, et faire son calcul en se disant, bah, ce film va me prendre 3 semaines. Pendant ces 3 semaines-là, je sais que je vais pas pouvoir me concentrer sur autre chose. Et bah, du coup, allons-y à fond et vas-y, moi, je veux ce salaire-là parce que j'ai fait mes calculs et tout, et que c'est un peu compliqué pour moi, Mmh. moins, parce que j'aurais l'impression de travailler pour rien, tu vois, et ainsi de suite. Mmh. Après, voilà, tu vois, genre, moi, ce que je te dis, c'est, tu as ces 50 000 qui arrivent, c'est la préparation, c'est le résultat. Mmh. Donc, à un moment, bah ouais, tu vas t'enfermer pendant 10 jours et tu vas bosser non-stop sur ce projet-là. Et tu vas dire, bah voilà, je vais sortir le meilleur truc possible et je vais bosser comme un ouf. Et voilà, tu vois. Et c'est ça qui fera la différence, en fait. Mmh. Parce que du coup, le jour du shoot, tu seras sûr de ce que tu veux. Mais la préparation, c'est le résultat, je ne dirai jamais assez, en vrai de vrai. Mmh. Tu vois, genre. Mmh. Et en fait, le truc, c'est de garder cette même exigence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense que tout le monde ait en soi dans ce milieu-là, et même dans tous les milieux artistiques, c'est garder la même exigence que tu sois sur un projet à 5 000 ou à 5 millions. Tu vois, genre, moi, j'ai bossé sur des pubs où j'ai été à 200 000. Bah, en fait, j'ai mis la même énergie et le même travail que sur des clips où j'étais à 7 000 euros. Donc, du coup, en vrai de vrai, c'est ça le vrai truc. C'est de se dire, si je choisis un projet, c'est que j'y suis à fond. Mmh. Je vais pas faire le truc en dilettante et tout ça. Parce que si tu veux le faire en dilettante, il y a plein d'autres manières de se faire de l'argent et du coup, je ferai pas de la réal comme ça et je me dirais pas, je vais me casser le cul sur un clip à 10 000 balles, je suis pas payé, je suis pas ceci, tu vois. Donc, je préfère 1000 fois, en fait, me dire, OK, donne tout. Et en fait, parce que j'y crois et on y va à fond, en fait. Et à la fin, en fait, tu en ressors plus satisfait de ta personne. Tu vois, Mmh. genre, mais garder cette exigence, quel que soit le film, enfin, quel que soit le budget du film, parce que là, on parle budget, tu vois, Mmh. et bah, parce que le film, tu l'auras choisi, donc j'oublie ça, tu vois, je mets ça de côté, mais quel que soit le budget du film, avoir cette exigence, cette envie de faire un bon film et tout ça, c'est le truc primordial, en fait. Tu Mmh. vois, si t'as pas ça, fais pas le film, en fait. Tu vois, Mmh. genre, fais juste pas le film parce que du coup, tu vas être en dilettante, tu vas être par-dessus la jambe, ça va te saouler. Et à la fin, en fait, tout le monde va être en fait, au diapason. C'est pour ça que tu es chef d'orchestre, c'est que toute ton équipe va être au diapason de ta personne. Donc, si en fait, tu es blasé, bah en fait, pense pas que ton équipe derrière va être là en mode bon, alors, Karim, on fait quoi? C'est quoi le prochain plan? C'est Mmh. super, tu vois. Non, ils vont être en mode bon, le Real, ça nous casse les couilles d'être là, et ben Mmh. nous aussi, ça va nous casser les couilles, et on va y aller tranquille, tu vois. Alors que si Mmh. tu es enjoué, tu es content, tu es motivé, tu es tout le temps dynamique, tout le temps à fond et tout ça, et que tu écoutes les avis de chacun, tu dis pour oui, pour ci, pour ça, et bah du coup, en fait, ça va te permettre de réellement évoluer, tu vois, et de réellement faire un film duquel tu seras content. Et c'est quoi le si tu auras un conseil, si tu as un conseil que tu peux donner, à un jeune ou moins jeune, peu importe, je sais qu'il y a des personnes qui ont 40 ans, qui souhaitent se lancer, qui écoutent le podcast, mais, à quelqu'un qui débute et qui voudrait, aussi faire de la pub, qui est intéressé par faire de la pub et cetera. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne-là? J'en ai deux en vrai. Il n'y a pas un seul chemin et il suffit d'un oui. Donc, parce que c'est exactement mon exemple. Moi, ce seront les deux seuls conseils que je peux donner parce que la finalité est de vouloir devenir réalisateur, certes, de pub par exemple, mais j'ai fait un film que je vais devenir réalisateur direct. Moi, par exemple, j'ai fait DA avant de devenir réalisateur. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas qu'un seul chemin et qu'une rencontre n'en entraînera pas une autre et ainsi de suite. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Et c'est un de mes anciens profs qui a bossé avec les plus grands, tu vois, en tant que. Bah, c'est lui qui a fait les génériques tous les génériques de Gaspard Noé, par exemple, tu vois, Tom Kahn. Waouh! Je ne sais pas Mmh. si vous connaissez. C'est lui qui a fait le titrage des Matrix, des choses comme ça, tu vois. Genre, Mmh. c'est vraiment quelqu'un de très fort. Et c'est lui qui m'a dit, il est réalisateur aussi chez Quad Production Mmh. et DA en plus, et directeur de création. Bon, bref, on va pas passer tous les noms, mais euh, il m'a dit ça, il m'a vraiment dit, il suffit d'un oui, parce que c'était à l'époque où je cherchais en DA pour apprendre la réalisation. Mmh. Tu vois, apprendre au contact des meilleurs,
apprendre au contact de ces gens-là, tu vois. Moi, je savais que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'exemples pour comprendre, d'être dedans et pas forcément de tout de suite me dire, bah tiens, Karim, voilà, fais un film. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un travail de longue haleine qui porte ses fruits. Parce qu'aujourd'hui, demain, tu me mets 1 million entre les mains et tu me dis, Karim, il me faut le film, je te le ferai. C'est pas un problème, tu Mmh. vois. Parce que justement, on va dire, j'ai rongé mon frein en quelque sorte, Mmh. mais j'ai surtout consolidé mes acquis. Tu vois, Mmh. genre, je me suis dit, vas-y, step by step. Et en fait, aujourd'hui, bah, je peux marcher, on va dire, la tête haute en me disant, ouais, je suis réel, passe-moi un projet, t'inquiète, tu vas voir qu'il va être bien fait. Mmh. Et vraiment, c'est lui qui m'a dit, il suffit d'un oui. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu un oui en assistant DA. Ensuite, je suis devenu le DA de cette boîte de prod. Et à partir de là, ça a été exponentiel. Tu vois, genre, aujourd'hui, je suis là où je veux être. Et en vrai de vrai, pour les gens qui vont t'écouter et qui vont nous écouter sur ça, en vrai de vrai, pour devenir réalisateur, j'ai mis 10 ans pour que les gens sachent à peu près, tu vois. Mmh. Passer dans ce professionnel divers et variés pour finir par être réel et réel représenté, tu vois. J'ai mis 10 ans. Donc, quelqu'un qui veut commencer maintenant, il faut qu'il s'arme de patience et qu'il se dise, je dis pas que ça peut pas arriver genre en un an, c'est pas ça que je dis, mais je dis juste qu'à un moment, pour ma part, ça a pris 10 ans, donc il faut aussi être prêt à ce que ça prenne du temps et que ce soit un dur labeur, un long labeur, tu vois, genre laborieux, dirons-nous. Mmh. Tu vois, genre, voilà. Et ouais. Et je vais même pas te dire, genre, jamais lâcher ceci, cela, tu vois. Parce que ça, pour moi, c'est la base, en fait, de tout, Ouais. dans toute la vie, de tout, dans tous les métiers, Mmh. dans tout ce que tu veux faire, tu dois ne pas lâcher, tu vois. Mmh. Donc après, voilà, pour moi, c'est mes deux conseils. En fait, hem, ce que tu dis sur ce côté-là, sur toute cette partie-là, c'est vraiment, en fait, le fait d'être réal, comme tu as dit, c'est aussi mentalement, j'ai l'impression. Ça veut dire que tu as mis 10 ans pour devenir réal, mais même mentalement pour évoluer, pour voir ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, voir que, OK, ça, c'est peut-être pas ce que je préfère m'axer sur ça, sur ça, sur ça. Heu, c'est aussi ce temps-là que l'on met, en fait, pour vraiment pouvoir se dire: OK, c'est là où j'ai envie d'être», comme tu as dit, et c'est là où j'ai envie d'axer maintenant mes forces, me focaliser sur ça, sur mes forces, laisser tomber peut-être certaines de mes faiblesses, et rester focalisé sur ça. Par exemple, tu aurais pu être, actuellement, DA, réal, monteur, enfin, tu vois, tu aurais pu peut-être, faire un peu tous les postes, tu vois? Tu aurais pu faire un peu tous les postes, faire un peu de DA, faire un peu de montage, faire un peu de ci, faire un peu de cela, mais tu as compris au bout d'un moment que non, moi, c'est la réalisation que j'aime et je veux rester fixé sur ça. Et ça, en général, on ne le comprend pas forcément en 2 mois. On le comprend dans l'action, en faisant des trucs, et donc du coup, ça peut prendre un Mm. peu de temps. Après, moi, comme je te l'ai dit, hein, moi, j'ai eu l'opportunité d'être entouré tout de suite de production professionnelle, on va dire. Donc, du coup, moi, le milieu dans lequel j'ai évolué a façonné aussi ma perception. Et ça a fait que je sais que pour faire un film et pour aller au bout, enfin pour faire un film, pour moi, j'ai toujours vu monteur, étalonneur, chef Mmh. op, premier Mmh. assistant réal, second s'il y a besoin, dire de prod, assistante de prod, régisseur, chef machinot, patati patata. Si tu veux te forger une expérience, là où tu as raison, c'est que c'est dans l'action. Même en tant que DA ou en tant qu'assistant DA, il m'est arrivé de faire des making-of, de partir à l'étranger pour faire des making-of. J'essayais toujours d'être au plus proche de comment faire un film. Tu vois, j'ai très bonne relation avec les dires de prod, avec les assistants, avec ceci, avec cela. Donc, du coup, en fait, tu poses tes questions. Tu vois, elle est anodine la question. Et tu dis, ah, mais comment il a fait ça Et t'en as pensé quoi et tout, genre. Et en fait, tu évolues et du coup, toutes ces discussions bah, te conduisent à te faire ton idée et en fait à te forger ta propre expérience de film et en fait surtout comment tu veux articuler toi, comment pour toi ça se passe un tournage? J'avoue des fois je fais la gueule, parce que des fois j'ai pas le plan que je veux, je vois le temps tourner et tout ça, mais il faut quand même savourer le truc et en fait, il faut se dire que tu peux pas démarrer un tournage, arriver en tant que réal et dire: «Oh putain, toute l'équipe technique, ils veulent me niquer mon film». Tu démarres comme ça, déjà, c'est la mauvaise pars du principe qu'en fait les gens sont là Mmh. pour réaliser le film que tu as envie de faire, tu vois, Mmh. que tu as en tête. Et c'est ce qui est ouf. Moi, ça me fascinera toujours, hein, et jusqu'à présent, j'espère garder ce sentiment. C'est qu'en fait, à la fin, quand tu livres le truc et même quand tu shootes ou quand tu commences à rentrer les plans, tu te dis, putain, il y a des gens, donc les gens là qui sont là sur le plateau, ils ont en fait mis
ils ont rendu le réel, la vision que j'avais Mmh. du film. Ah, c'est ouf ça. Et, et ça, c'est un délire parce que Mmh. vraiment, tu vois, toi, tu es là, tu fais ton mood board, tu dis ça va être du plexiglas comme ci, comme ça, nanani, nanana, et à la fin, en fait, tu as des chefs, t'as des chefs d'éco qui construisent le truc, qui proposent et tout. Tu dis, ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, tu vois le set et tu fais, oh putain. Donc, en fait, les mecs, vous étiez dans ma tête. Tu vois, genre, vous avez dit, genre, et ça c'est vraiment un univers et c'est un truc trop beau, en fait. Et c'est Mmh. pour ça, chef d'orchestre, c'est magnifique. Mmh. Parce que des fois, j'ai vu des vidéos de chefs d'orchestre qui laissaient en fait couler, qui laissaient jouer en fait l'orchestre et qui disaient allez-y maintenant. Et des Mmh. fois, c'est ce qui se passe. Mmh. Tu as le chef-op, il va te proposer un truc. Tu as le mec au Steadicam, il va faire ça, ça, ça. Et toi, tu vas juste être derrière le combo et tu vas faire ah, continue, vas-y. Mais n'hésite pas, tu vois. Mmh. Pour moi, c'est ça la force d'un réalisateur. C'est de se dire putain, les mecs, ils peuvent me suivre jusqu'au bout du monde. Les gars, c'est vraiment de notre faute si on sort un film de merde. Tu vois, genre vraiment, Mmh. vraiment, c'est vraiment nous, tu vois. Et voilà, et Mmh. c'est tout ça qui fait que, qui me fait dire que tu es obligé d'avoir confiance dans les gens pour en Mmh. fait être un bon réal, tu vois. Parce que Mmh. sinon, tu finis aigri, connard, et en fait, tu Mmh. changes d'équipe à chaque film. Mmh. Et ça marche pas en fait comme ça, tu vois. Ouais. Ça revient à ce que tu disais, Mmh. à se griller en fait à la fin. Mmh. Parce que si tu n'as pas de bon relationnel, sachant qu'un réalisateur, c'est un tout, hein, tu vois, parce qu'il faut avoir une bonne vision artistique. Donc, il faut être bon artistiquement, mais aussi bon dans l'échange. Tu vois, Mmh. faut savoir communiquer. C'est un bon communicant tout autant, tu vois. Mmh. Parce que du coup, imagine si je pitch à une agence et je suis là, je bégaye, dans mon attitude corporelle, je suis là, moi, je suis en Mmh. mode, je sais pas de quoi je parle. Bah, du coup, l'agence, elle va se dire, ah, lui, il est pas sérieux, tu vois. Mmh. Alors Mmh. que si tu arrives en ayant potassé, en ayant travaillé, en leur montrant que tu es motivé par le projet, eh bien, automatiquement, le fait est que bah, ça marche pour 50% du projet, quoi. Mmh. Tu vois, 50% de la décision, quoi. Mmh. C'est Imagine, ouais. je bégayais là. Imagine, excuse-moi, hein, excuse-moi, imagine si je bégaye, tu vois, genre, si Mmh. par exemple, tu me parles de chiffres, je suis là, ouais, non, mais moi, je suis pas vraiment réel, tu sais, genre, non, mais voilà, Mmh. je fais des petits trucs, tu Je vois, bidouille genre, un peu. exactement, ça veut juste Mmh. rien dire en fait. Ça veut dire que même toi, tu sais pas qui tu es, tu vois, Mmh genre en mh. vrai de vrai. Donc, personnellement, moi, je sais où je veux aller et je sais que j'ai emprunté le chemin qui me correspond le Mmh. plus pour y arriver, tu vois. Mmh. Donc, voilà. C'était, juste, j'ai trouvé en fait que dans ce que tu disais, il y a aussi en tant que réalisateur et tu me diras que certains réalisateurs n'ont pas cette, compétence-là sûrement, mais une certaine humilité, à avoir Mhm. de se dire: «OK, waouh, celui-là, il est meilleur que moi dans ça, c'est super, ça aussi», de se mettre en retrait et comme tu as dit, un chef d'orchestre, c'est aussi quelqu'un qui sait être, humble d'une certaine manière, à lui laisser, l'équipe vivre ce qu'ils sont censés faire. Donc, j'ai l'impression que c'est aussi une qualité aussi, je ne vais pas dire requise, mais une qualité qui est bonne à avoir. Non, complètement. En fait, il faut prendre le meilleur des deux mondes. Euh, genre, je pense au vidéaste, par exemple, Mmh. qui est capable. Moi, par exemple, je sais comment fonctionne une caméra, je sais comment monter, j'ai des bases, je sais l'étalo, j'ai les bases. Mmh. Donc, en fait, cette expertise, il faut l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que dans ta tête, ça va te permettre de faire tes calculs en termes de timing, de comment est-ce que ça va me prendre du temps ou quoi que ce soit, tu vois. Et cette expertise-là te permet, en quelque sorte, de ne pas, de mieux réfléchir au film en amont, tu vois. Et ne pas finir par dire ouais j'ai la science infuse, c'est moi qui vais le faire et tout ça, tu vois. Juste d'avoir les connaissances nécessaires pour te dire ah mais non ça c'est possible de le faire juste comme ça. Du coup on n'a pas besoin potentiellement d'un graphiste qui va nous coûter peut-être 300 euros au jour en plus et ainsi de suite. Ça va nous permettre d'économiser. Bref, tu fais tous tes calculs comme ça. Et cette humilité dont tu parles, moi je suis convaincu que enfin t'as pas besoin de montrer de faire le fier, en fait, si tu sais ce que tu fais. Tu vois, genre, et si tu sais où tu vas, tu vois, pour moi, il y a cette attitude, elle n'a pas lieu d'être. Et cette humilité est importante parce que du coup, c'est comme ça que tu crées en fait une réelle relation. Et je pense que c'est sincère, hein, tu vois, genre, et que ce soit au travers des agences, des équipes techniques, des producteurs avec qui tu passes. En fait, c'est ce capital sympathie, quoi qu'on dise, il existe, en fait, et il existera toujours. Et c'est important, cette humilité, parce que du coup, dis-toi deux trucs. C'est que, de un, si l'agence ne te donne pas ton argent, tu fais pas ton film. C'est pas ton argent avec lequel tu Mmh. travailles. Donc déjà, à partir de là, faut être humble.
Et de deux, si demain, enfin, si aujourd'hui, tu te fais cramer et que là, ton équipe, elle te dit, bah non, on arrête, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais rien, en fait. Mmh. Tu vois, genre, en gros, bah ouais, tu te fous de notre gueule, bah non, on arrête tout simplement, en fait. Et salut, en fait, mon pote. Mmh. Et là, du coup, c'est à partir de là où, quand tu prends ces deux cas de figure, tu te dis, ouais, quand même, faut relativiser, tu vois, et être assez humble pour se dire que bah, le film, tu le fais pas tout seul et tu pourras pas le faire tout seul. Mmh. Tu vois, genre, tu pourras pas le faire tout seul. Et de toute façon, un film ne se fait pas tout seul. Sinon, enfin, une vidéo peut se faire seule, mais un Mmh. film ne se fait pas seul. Tu vois, Mmh. genre, c'est pas possible. C'est juste pas possible, en fait. Mmh. Et au contraire, la collaboration, c'est ce qui fait la force et la différence, tu vois. Et tu vois, genre, par exemple, des, c'est ce qui fait qu'en France, en fait, ce truc de auteur, réalisateur, scénariste et tout ça, des fois peut prêter à confusion parce que, tu vois, aux États-Unis, David Fincher, il a fait que des super films, ou en grande partie, il n'en a jamais écrit aucun, tu vois. Ouais, c'est ouf. Il s'est toujours tiré de livres et il s'entoure en fait de l'auteur du livre pour potentiellement l'auteur du livre ou d'un scénariste à proprement parler pour réadapter le livre, faire le screenplay et tout ça, tu vois. Donc, donc c'est là où le truc, la volonté, le côté artiste en France est peut-être quelquefois un peu trop exacerbé à mon goût parce que du coup tu te dis non c'est mon bébé, c'est à moi, c'est comme ci, c'est comme ça. Et c'est vrai que tu peux avoir une vision. Par exemple, tu peux avoir une vision sur certains plans, te dire ah non moi je l'imaginais comme ci comme ça, mais en fait faut penser que le mec qui t'entoure en fait va t'emmener plus loin, tu vois, genre notamment le chef op. En vrai de vrai c'est ton bras droit le chef op, hein. Mmh. Et ton bras gauche c'est le producteur qui en fait va être là. Moi parce qu'il y a certains duos. Là je suis désolé j'ai digressé, on est parti du côté enfin, humble et tout ça, mais en fait il y a, en réalisation il y a des duos des fois, il y a des duos, il y a des collectifs. Mais pour ma part, je suis tout seul et je vais pas te cacher qu'en fait, si je me sens pas bien entouré, je vais pas être bien. Par exemple, moi, le chef-op est hyper important, mais aussi mon producteur ou ma productrice, parce qu'en fait, ils ont pour moi, au-delà du côté chiffre, il y a un côté artistique. C'est-à-dire que c'est pour moi un producteur artistique et donc j'ai un réel échange avec cette personne-là. Mmh. Tu vois, genre on essaye de pousser plus loin et en plus de rajouter le premier assistant réel avec qui tu veux aussi avoir cette conversation sur l'artistique pour pousser un peu plus loin le truc et Mmh. tout. Voilà, si je suis moi en tant que réalisateur seul, si je suis pas bien entouré, bah du coup le projet, il va sentir un peu soit le réchauffer, soit tu vas sentir qu'il n'est pas allé au bout du truc, tu vois. Mmh. Et c'est pour ça que de savoir bien s'entourer et justement d'être humble et de savoir que tu es pas le meilleur dans ce domaine-là, c'est ça qui fait la différence. Mmh. Les meilleurs films sont faits avec les meilleurs éléments. Tu es le meilleur en réal, mais tu pas le meilleur chef-op. Tu pas le meilleur chef costumier. Tu pas le meilleur chef déco. Tu pas le meilleur chef élec. Donc, du coup, tu peux pas de toi-même se dire, si tu penses un film comme ça, tu peux pas de toi-même te dire, si personne n'est là, je sors le même film. Mmh. Tu vois, et ça commence par là, l'humilité, je pense. Mmh. De se dire que je vais m'entourer de personnes qui sont meilleures dans leur domaine de compétences. Et voilà, en fait. Tu vois, genre, c'est ça. Pour moi, c'est ça, en fait. Bah, merci beaucoup pour toutes ces infos-là et pour ton partage. Et je vais te poser la dernière question que je pose à chaque échange, c'est quoi ta pire ou ton anecdote la plus insolite de tournage? Waouh. Attends, laisse-moi réfléchir. Parce que moi, je fais que des tournages qui se passent bien. Donc, du coup, en vrai. Ma pire ou la plus insolite? Putain, est-ce que j'ai eu des accidents drôles? Euh, ouais, ouais. Un peu sur le projet Sarenza, projet que Mm. j'ai fait, c'était en pré-prod, c'était assez drôle. On part avec la dire de prod faire les repérages. On écrit tout. Le concept, c'est de suivre l'histoire d'une nana qui change de tenue et qui dévale des rues, Mm. ouais, qui dévale des rues, on va dire ça comme ça, qui descend des rues, pardon, en BMX et tout ça, en vélo un peu de trail ou choses comme ça. Et en fait, moi, j'avais proposé à l'agent, j'ai dit, ah les gars, cette idée, c'est cool, mais on est un peu limité. Pourquoi on ne proposerait pas de faire du parcours, du skateboard, la meuf Mm. court, plein de sports différents, tu vois, et ça peut être cool. Et ils m'ont dit non au début.
on part en repérage. On a tout calé, on a calé les repérages en fonction du fait qu'on faisait que du vélo. Et là, fin de journée de repérage, on rentrait le lendemain, je crois, ou le surlendemain. Et là, ils nous disent, ouais, en fin de compte, on va faire l'idée de Karim, on va faire le skateboard, le BMX et le parcours. Et là, en fait, tu es là, tu es à une semaine du shoot et tu fais, ah d'accord. Enfin, tu es à 2 semaines du shoot et tu fais. Donc, en fait, nous, on a fait des repérages pour un film et maintenant, on doit tout travailler. Et du coup, voilà, c'était. C'est l'anecdote la plus marrante que je vois. En vrai de vrai, j'ai pas eu de choses exceptionnelles qui me soient arrivées. J'essaie d'y réfléchir en même temps, tu vois, genre un délire de, ouais, il y a une caméra qui a fait ci, il y a un drone qui a fait ça. Mais attends, laisse-moi réfléchir encore, mais attends, par rapport à tous les films que j'ai fait ça. Euh, j'ai pas de trucs un peu fous. Un C'est peu tant mieux, hein, bizarre. Ouais, d'un côté, tant mieux. un peu bizarre, tu vois, genre qui me soit arrivé. Non, franchement, là comme ça, je vois pas. Ça, c'est le truc le plus drôle qui me soit arrivé, mais sur lequel j'ai pu réagir, tu vois. C'est pas un problème, mais c'était assez drôle en fait, Mm. de savoir que tu leur proposes des trucs, ils disent non, et que Ouais, quand tu es en plein dedans, ils disent ah bah en fait non. c'est Alors là, ouf. tu fais, ah, merde. C'est ouf. Je sais pas les gars quand même, mais c'était marrant, c'est marrant. Mais sinon, à part ça, pas de choses. Non, franchement, je suis désolé, hein. Les gens vont se dire, ah, on veut du croustillant et tout. Mais j'ai pas de croustillant, hein, tu vois, genre, j'ai pas de croustillant encore, hein. J'espère ne pas en avoir trop, tu vois, genre, mais De ouais, non, toute façon, non, ce type d'anecdote, c'est marrant quand le temps passe et quand on les raconte. Par exemple, moi, je raconte souvent des anecdotes où j'ai terminé en garde à vue avec un shoot parce qu'on filmait un clip dans telle cité, ouais, etc. Enfin, mais c'est marrant que une fois que le temps est passé, tu vois, l'eau a coulé sous les ponts, là, je raconte, toujours, voilà, on toujours. rigole, mais sur le coup, c'était pas du tout drôle. Et donc d'un côté, je sais pas si je te souhaite d'avoir ce type d'anecdote-là. Je pense que d'un côté, tant mieux, tu vois. Ouais, bah écoute, bah, parce qu'en vrai de vrai, j'ai assez rapidement évolué vers des clips où Mm. bah, t'es entouré, on va dire. Mm. Mais, mais ouais, non, si, enfin, j'en ai deux autres vite fait. Par exemple, sur le clip de Bram Cito, si tu veux. En fait, tu vois, j'ai fait les repérages, mais on n'a pas pu y aller, donc on a fait les repérages à distance. Euh, et du coup, je check le truc et dans ma tête, j'imaginais quelque chose. Et en fait, on débarque la veille du shoot, on fait repérage technique et tout ça. Et là, on débarque sur le désert qu'on avait choisi en photo. Et là, en fait, j'arrive en vrai, je regarde à droite, à gauche, et là, tu as le chef-op qui me dit, Karim, tu voulais un désert? Je lui dis, ouais, ouais. Et il me dit, non, parce que là, on est à Carrière-sur-Seine, hein. Et là, j'ai fait, oh là, c'était chaud, en fait. Et Mm. franchement, c'était marrant. Ça va, on a réussi à le tricher, tu vois, visuellement, mais Mm. c'était assez drôle, tu vois. Genre, Mm. ça, c'était assez drôle. Et, l'autre truc, c'était quoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de bizarre encore? Non, mis à part, non, j'ai jamais fini en GAV, tu vois, genre, Tant mieux. mais j'espère pas d'ailleurs. Mais, mais ouais, t'imagines. Mais c'est ce qui est ouf, c'est que pourquoi en fait ils vous ont foutu en GAV alors que tu shootais dans la cité avec le rappeur qui doit être sûrement habité là, tu vois? Pourquoi ils viennent vous saouler en fait? Bah, en fait, c'était au tout début. Maintenant, carrément, je fais plus du tout de clips de rap. Euh, c'est plus du tout vers là où je me retire. Même, je fais quelques clips, mais c'est un style totalement différent. Mais à cette époque-là, j'avais quel âge? J'avais 19 ans, je crois. On arrive dans le quartier et tu vois, tout ce qui est location d'armes. Location d'armes Ouais, factice. Location d'armes factice, il faut le déclarer à la préfecture. Enfin, faut déclarer ça à la mairie, il faut d'accord, prévenir, ok. etc. Et c'était pas déclaré. Et du coup, c'était dans le 91, donc c'était une cité connue du 91. Il y a beaucoup de rappeurs qui en Ah, sortent, ok. tu vois. Et il y avait Manuel Valls dans la ville à ce moment-là. Donc, du coup, déjà, il y avait Manuel Valls dans la ville, c'était pas déclaré, Mm. etc. Du coup, la police est arrivée vite. Ils nous ont tous embarqués. Ils ont supprimé la carte SD. Ils nous ont tous mis en GAV. Et on est sorti on est sorti au bout de quelques heures, hein. Donc, c'était pas long. Ah, Mais quand même, tu vois, t'as 19 ans, tu débutes dans la vidéo, tu t'aspires à devenir le prochain, je sais pas qui, prochain Chris Macari à cette époque-là. Et tu te retrouves dans ces conditions-là, tu te dis, ah ouais, ok, c'est comme ça en fait.
la, la vie de vidéaste réalisateur et j'avais pas tout le recul. Puisqu'aussi, je pense dans ton parcours, ce qui est intéressant, c'est le fait d'être entouré, que ce soit en école d'audiovisuel, de cinéma, où je pense qu'on est entouré aussi par des profs qui connaissent le milieu, que ce soit toi dans ton parcours aussi. Et moi, c'est ce qui me manquait. Et c'est aussi pour ça, d'un côté, que je lance ce podcast-là, que j'ai envie que ce podcast puisse parler à d'autres, à des jeunes ou moins jeunes, tu vois. C'est ce côté où, euh, des fois, tu es bloqué dans une situation tant qu'il n'y a pas une personne qui t'a dit, eh, mais tu sais que tu peux faire ça. Tu sais que tu n'es pas obligé d'aller dans telle cité c'est pas, je suis pas en train de mettre un jugement de valeur, je dis pas que c'est bien ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi faire des pubs, des pubs pour Nike, par exemple. Tu vois, tu peux faire une pub pour Nike, enfin, pas du jour au lendemain, mais c'est possible, tu vois, tu peux faire ça, tu vois, tu n'es pas obligé d'aller dans ce truc-là, où tu peux faire les deux, ou tu peux faire ci, tu peux faire cela. Des fois, le simple fait de voir quelqu'un qui le fait et que la personne te dit, tiens, tu peux le faire, du coup, tu te dis, bah ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, moi aussi, je peux Mm. avoir une équipe, une team, donc c'est à ce côté-là, je le trouve important. Grave. Bah, moi, j'en retire deux enseignements de ce que tu dis. De un, ne jamais aller en shoot avec toi. Et de deux, toujours avoir deux cartes SD. C'est ça. Mais ouais, pour le coup, c'est après. Après, le truc, c'est que faut prendre en compte que les goûts et les couleurs, des fois, c'est chacun en fait. C'est chacun son truc. Et tu vois, genre, par exemple, tu vas te complaire dans ce truc de shooter un peu à l'arrache et tout ça, parce Mm. que justement, tout ton environnement visuel, on va dire, tu vas regarder tous ces clips-là, tu vois, genre des gros rappeurs et même des moyens rappeurs ou des petits rappeurs qui, en fait, font que ce style-là, tu vois. Et du coup, tu vas te dire, c'est ça, en fait, le truc. Et c'est vrai que c'est là où le truc, c'est soit tu step up ton game et tu te dis, non, en fait, ça, c'est bien un temps, mais c'est pas ça, en fait. Faire un film, c'est pas ça. C'est pas. Tu vois, par exemple, moi, je suis quasiment sûr que si certains rappeurs, en fait, croyaient vraiment, parce que les mecs, ils sont pas cons. S'ils croient vraiment, en fait, je prends les rappeurs parce que souvent, c'est eux, c'est leur clip qui finissent par être des fois des Booby Booga et tu fais, ouais, bon, c'est bizarre. Mais en fait, je suis quasiment sûr que ces gars-là, en fait, s'ils croyaient un tant soit peu, non pas dans ce qui se fait, mais dans ce qu'ils sont, tu vois, genre, et qui se disent, en fait, les mecs, ils écrivent, ils savent écrire, donc ils ont un univers, donc ils ont un background, ils ont une culture. Tu vois, je suis quasiment sûr que c'est des mecs qui vont au cinéma, qui regardent des séries, des films, qui lisent des choses, qui voient de l'art en veux tu en voilà, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou ce que tu veux. Donc, en fait, je suis sûr que si tu leur disais, viens le prochain clip et tout, on se parle toi et moi et on fait quelque chose de bien. Enfin, pas quelque chose de bien parce que ça, ce serait porter un jugement de valeur, mais on fait quelque chose qui te correspond et on essaye de pousser au maximum. Franchement, le mec viendrait, il dirait, par exemple, Algerino m'a dit, moi, je kiffe le Steadicam. Ah, le Steadicam, je kiffe. Là, tu me parles français. Là, ça veut dire genre, ok, t'aimes bien ce style de mise en scène, mais on peut faire différents trucs avec le Steadicam. Et en fait, ce que tu filmes au Steadicam peut te permettre d'avoir autre chose, tu vois. Donc, c'est là où je pense sincèrement que si en fait ils écoutaient moins, le spectateur, faut l'éduquer. Donc, s'ils écoutaient moins en fait ce qui marche, parce que ce qui marche, c'est juste l'habitude en fait, tu vois. Donc, si tu habitues petit à petit le spectateur, comment t'expliques que Kendrick Lamar à sa proti sort des clips comme ça et qui fonctionnent, tu vois, tout autant que des clips ici, tu vois, alors que ils ont pas peur en fait d'avoir une relation vraiment d'artiste à artiste, tu vois. Le réalisateur n'est pas juste un énième chaînon de la chaîne de fabrication de l'image d'un artiste. C'est pas ça en fait. Un réalisateur, il est comme toi en fait. Il fait le film, sauf qu'en fait, il se met à ton service. Mais se mettre à ton service, ça veut pas dire courber les chines et genre se dire, vas-y, je vais dire oui à tout ce que tu dis en fait. Se mettre à ton service, c'est se dire, comprendre d'où tu viens, comprendre ton ADN, comprendre ta DA, écouter le son. Le son a une couleur et tu le sais, l'artiste le sait en l'occurrence. Et du coup, tu essaies de trouver le truc qui correspond le plus. Après, il aime pas. Ça, c'est très perso, tu vois. Genre, moi, j'aime bien quand on me dit, ouais, tu fais pas le clip. J'aime bien juste savoir pourquoi je fais pas le clip, tu vois. Ah, parce que ton idée, elle était trop DA, trop ceci, trop cela. Ok, je comprends, tu vois.
Mais voilà, tu vois, genre, je pense sincèrement qu'il y a un truc à faire en France et il faudrait juste qu'il y ait une prise de conscience collective, en fait. Tu vois, genre, vraiment, que les gens disent, que les réals se disent, bah, je vais arrêter de faire des trucs que tout le monde fait. Je vais essayer de réellement avoir une communication avec l'artiste pour pousser le truc plus loin et que les artistes se disent, bah, un clipper, c'est pas juste un mec, je vais lui donner un yébi, fais-moi le clip. À ce moment-là, tu prends juste le chef-op, en fait. Tu Ouais, vois, tu prends ouais, juste c'est un clair, ouais. chef-op, Mm. tu prends juste un chef-op, tu lui dis, moi, je veux ci, ça, et tu prends un monteur à côté, et tu prends un étalonneur, et tu fais tout toi-même. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ah ouais, mais quand même, d'avoir un réal, c'est quand même pas mal, tu vois, d'avoir quelqu'un qui pense à sa place, qui s'imagine des choses et tout. Et en fait, de prendre le problème à l'envers te permet de te dire, OK, donc en fait, il a une vision et il a quand même une plus-value qui est quand même nette et claire, quoi. Claire et nette, pardon. Mm. Donc voilà, voilà. Ah, super, ça fait un super mot de la fin, je trouve. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Moi, je suis sur Instagram seulement, karim.ancel. Voilà. C'est Karim, Karim, Ancel, Ansel. C'est mon Instagram. Et après, bah, sur le site de la PAC, à la base. Ok, c'est lourd, c'est lourd. Bah, n'hésitez pas à aller le suivre. J'ai mis le lien dans la description. Et sur Instagram, il fait aussi des free talks. Donc, tu peux juste expliquer en deux mots le petit Ah ouais, c'est concept. vrai, exact. Ouais, avec mon meilleur pote, on a créé Free Talk Live, enfin une chaîne, qui va devenir une chaîne YouTube et qui est pour l'instant des lives Instagram qu'on fait sur des sujets divers et variés. Et en fait, c'est vraiment une safe place, un espace d'échange pour vraiment élever, on va dire, élever les consciences, tu vois, genre n'ayons pas peur de dire le mot, pour faire réfléchir les gens, les faire penser sur eux, sur eux-mêmes, et en fait partir du principe que on a chacun sa force et en fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans la vie, tu vois, genre vraiment, c'est peut-être un peu utopique et naïf de dire ça, mais c'est vraiment un truc, c'est de vraiment te faire réfléchir, de pousser les gens à penser et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon de penser ou de bon ou mauvais raisonnement. C'est vraiment, on est là dans l'échange. Donc, si les gens, tu vois, genre, mais c'est même si toi, Dorian, si tu veux participer un jour et tout ça, Ouais, franchement, avec t'es le plaisir. bienvenu et Mm. tous les gens qui vont nous écouter aussi sont les bienvenus. Et voilà. Par contre, c'est pas sur le milieu de la réal. On peut, on peut puiser dans nos expériences diverses et variées Mm. pour justement expliquer quelque chose. Mais le fait est que c'est sur la vie en général et sur la vie en général, pardon. Dans tous les cas, j'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer, à aller voir ce qu'il fait, le taf qu'il fait, c'est très lourd. Et encore merci à toi, franchement, je crois que c'est le plus long épisode que j'ai enregistré du podcast. Je ne sais pas quand il sera monté, il durera combien de temps, mais je sais déjà que c'est le plus T'inquiète, long. t'inquiète. Donc merci encore à toi. T'inquiète, bah, on est passionné, donc du coup, automatiquement, ça demande du temps, hein, tu vois, C'est genre, ça. enfin, ça prend du temps. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir demandé de participer, c'est avec plaisir. Et bah, les gars, il fait du bon taf, donc du coup, il faut écouter jusqu'au bout, hein. Tu vois, genre, il n'y a pas de, y a pas de truc, hein, tu vois, genre, en plus, ce que j'aime bien dans ta démarche, c'est que tu interroges différents types, en fait. Tu vois, genre ça, c'est vraiment cool et je trouve ça très intéressant pour justement différents types de personnes. Mais j'aime beaucoup cette démarche parce que du coup, ça te permet d'avoir différentes visions et c'est important en fait pour se forger un avis, tu vois. Parce que du coup, il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont pas vouloir être réels parce qu'ils comprennent qu'en fait, c'est pas là-dedans et qu'ils vont découvrir peut-être d'autres choses, qui vont se dire, bah moi, c'est plutôt premier assistant, moi, c'est plutôt chef-op, moi, c'est Mm, plutôt justement producteur carrément, mm, tu vois, genre, ou dire de prod, tu vois. Donc, mm, voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas, il y mm. a pas un seul chemin à la fin. Super, super. Bah, pour tout le monde, on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Un café avec un vidéaste.